Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Le dernier Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret régissant la loi sur la publicité par voie de presse. Ce projet intervient pour réguler le secteur de la publicité dont les dérives et les effets souvent nocifs ont un impact sur la population. Comment les réseaux des promoteurs de radio et télévision privés apprécient l'adoption de ce projet de décret? Élément de réponse avec Lamine Suleiman, membre du réseau. Nous avons accueilli avec une grande satisfaction l'adoption de ce décret, un texte qui est en souffrance depuis des années et qui j'estime que son adoption en Conseil des ministres est une grande chose en ce qu'il va permettre de réguler le secteur de la publicité par voie de presse. Un secteur qui est complètement envahi par un certain nombre de comportements anarchiques depuis un certain nombre d'années. Et je dois dire que le gouvernement a même traîné les pas, mais Dieu merci, puisque ce texte de loi que nous attendons est bien là aujourd'hui. Et peut-être qu'avec ça, on va essayer de revoir la façon d'ailleurs dans la publicité, la conception de la publicité au Niger et même sa diffusion par voie de presse. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis très longtemps, le secteur est laissé entre les mains de gens qui n'ont aucune expérience en matière de conception de publicité. Et souvent, on ne sait pas si on a affaire à une publicité ou à un sketch théâtral. Je suis vraiment pessimiste. Il faut que donc, c'est un appel que je lance aux autres responsables de médias pour qu'ils essaient de contrôler d'abord l'application de cette loi. Est-ce qu'elle est contrôlée? Et ça fait partie de notre cahier de charges en tant qu'organisation de radio et télévision indépendante du Niger. Nous avons inscrit ça noir sur blanc dans notre mémorandum d'entente. Nous allons observer un temps moratoire de 6 à 1 an pour voir est-ce que cette loi-là est appliquée. Puisque nous avons fait de ça un préalable, entre autres préalables, pour avant l'application de la convention collective, la fameuse convention collective qu'on veut nous amener à appliquer, alors que de l'autre côté, il n'y a rien qui permet aux médias de supporter les charges, réguler les charges vraiment de souveraineté, les charges de fonctionnement. Donc, il faut qu'on accepte. Cette loi, c'est elle qui va déterminer l'application de cette loi. Je dirais que c'est ça qui va déterminer. Il ne suffit pas d'adopter pour dire, bon, les médias, les responsables des médias, aujourd'hui, vous n'avez aucune excuse pour appliquer la convention collective. On vient d'adopter en Conseil des ministres. Non, il faut qu'on observe un temps moratoire pour voir est-ce que ceux qui ont adopté cette loi eux-mêmes la respectent, est-ce qu'ils la considèrent. S'ils la respectent, il n'y a aucun problème. Même d'ici 1 mois, 2 mois, on va respecter, on va appliquer cette convention collective de la presse. Mais tant que cette loi n'est pas appliquée, je vous dis que nous n'allons jamais accepter de signer ce document-là et de l'appliquer dans nos organes de presse respectifs. Autre projet de décret adopté au cours de ce Conseil de ministres est celui instituant une aide sociale aux étudiants nigériens non boursiers inscrits dans les universités publiques et les universités interétatiques au Niger. Une décision appréciée par l'Union des scolaires nigériens. Reportage Asma Ousseidou et Aboubakar Souley. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret instituant une aide sociale aux étudiants nigériens non boursiers inscrits dans les universités publiques et les universités interétatiques au Niger. Un projet qui n'est pas nouveau pour l'Union des scolaires nigériens. Pour nous, ce n'est pas tout à fait surprenant que cette loi puisse être modifiée, car depuis notre avènement, nous avons échangé avec le ministère des tutelles et avec les autorités au plus haut sommet pour que la loi relative à l'aide sociale puisse être promulguée pour tenir en compte la nouvelle création de toutes les universités et toutes les étendues du territoire national et que ça soit prolongé dans les écoles étatiques de l'État. Chose qui fut faite.
Un projet de loi dont l'adoption à l'Assemblée nationale et la mise en application dans toutes les universités concernées est beaucoup attendue par le comité directeur de l'USN. Nous profitons de votre micro pour remercier les autorités d'avoir pris cette loi, mais qu'au niveau de l'Union des scolaires nigériens, nous allons veiller à ce que cette loi ne puisse pas remettre en cause les acquis de haute lutte que l'USN avait engrangés pendant toutes ces années. Et nous allons nous veiller, nous allons continuer à nous battre pour que cette aide sociale puisse être payée d'abord à temps, et deuxièmement pour que les étudiants nigériens partout où se trouver, ceux qui remplissent les critères d'attribution de cette aide sociale puissent être mis dans leurs droits, et que l'État fait le complément des fonds nécessaires pour que l'application de cette loi ne puisse pas entraver les acquis que l'USN avait engrangés pendant ces années-là. Dans le communiqué issu du dernier Conseil des ministres, il est indiqué que ce projet de décret intervient d'une part pour formaliser la responsabilité de gestion qu'exerce l'ANAP sur l'aide sociale, élargir le public cible aux étudiants inscrits dans les universités islamiques du Niger, et d'autre part pour conformer les dépenses relatives à l'aide sociale à l'allocation budgétaire. Le Niger est le 101e pays le plus corrompu sur 177 pays du monde classés par Transparency International au titre de l'année 2016. Le Niger qui a enregistré un point de plus par rapport à l'année 2015 où il occupait la 99e place sur 165 pays classés. De l'avis de El Hadj Kolo Mustafa, ancien membre actif de l'ANLC, section de Transparency International, qui vient d'écrire un nouvel ouvrage intitulé « Réflexion sur la corruption au Niger », ce classement ne peut cependant réconforter les citoyens que si les autorités arrivent à combattre à la racine les signes visibles de la corruption. Je vous propose de l'écouter. Tant que l'État, les gens ne voient pas que l'État ne tolère pas la corruption, ça ne fera qu'encourager, ça ne fera qu'agrandir. Donc peu importe qu'on ait un bon classement, si les gens ne le perçoivent pas comme une avancée, ce n'est pas bon. Mais c'est important pour l'opinion internationale puisque c'est un indicateur fiable qui est reconnu donc par le monde. Puisque de la même façon qu'on a gagné des places très vite, on peut aussi perdre des places très vite. Donc, je pense que c'est à ça qu'on doit s'atteler. On doit sonner la sonnette d'alarme et redoubler d'efforts pour le combat contre la corruption en engageant tout le monde. Vous entendez chaque fois des organisations comme Rotab disent mais tel permis minier ou tel n'a pas été encore publié au journal officiel, donc plusieurs mois après, donc je ne sais pas s'ils ont été publiés ou pas, mais plusieurs mois après, donc ils sont en train de réclamer qu'on publie ça, alors que c'est une obligation constitutionnelle pour le gouvernement de publier intégralement, immédiatement. Or, ça pose problème. Quand vous voyez, bon, ces derniers temps, d'abord il y a eu l'affaire de la Soraz, l'affaire de conteneurs, on ne sait pas ce qui est devenu. Maintenant, je ne sais pas, maintenant que c'est l'affaire du ministère de Plan et de quelques administrations. Donc des gens défilent à la PJ. Et moi, je suis un peu circonspect sur ce phénomène. On dit que les gens payent l'argent à la PJ et ils s'en vont. Mais c'est le juge qui doit le dire. Ils sont présumés innocents, même si on pense qu'ils ont détourné de l'argent, ils sont présumés innocents. Donc, c'est le juge qui doit les libérer, mais pas la PJ. Puisque le juge d'instruction, autant que je sache, n'est pas tenu forcément par l'enquête préliminaire. Donc l'argent qu'ils ont payé là, si le juge dit qu'ils sont innocents, on va les remettre. Normalement, c'est le juge qui doit les relâcher, qui doit les inculper. Là, on sait qu'il y a une procédure judiciaire, quel que soit le temps, il y aura une procédure judiciaire, mais maintenant, en les libérant à partir de la PJ, je ne sais pas s'il y aura une continuité, une procédure judiciaire ou pas. On ne sait même pas s'ils sont coupables ou pas, puisque c'est le juge qui doit dire s'ils sont coupables ou pas. Mais le policier ne peut pas, la police judiciaire ne peut pas dire que quelqu'un est coupable ou pas, même s'il y a une enquête préliminaire de la Halcia ou de n'importe quel autre organisme. Ils sont présumés innocents jusqu'à ce que la justice dise qu'ils sont coupables. C'est en ces temps-là que l'argent qu'ils ont versé devient l'argent de l'État. Sinon, au bout de quelques semaines, ils vont venir réclamer leur argent, puisqu'il n'y a aucune procédure judiciaire. Et enfin, normalement, à mon sens, c'est comme ça que ça se fait. Mais tel que ça se fait, moi, je suis un peu étonné. Bon, puisque même les magistrats n'ont rien dit, peut-être que c'est la bonne solution, mais moi, je trouve ça un peu bizarre quand même.
tel qu'on relâche, les gens paient l'argent à la PJ, on les relâche. C'est le juge qui doit les relâcher. Même s'il ne veut pas les envoyer en prison, c'est à son niveau qu'ils ont payé et c'est lui qui va les juger. Et c'est le jugement qui va dire si la personne est coupable ou pas. Mais la police judiciaire ne peut pas dire si les gens sont coupables ou pas. Et je ne sais pas, puisque... Mais je trouve qu'en tout cas, c'est un peu bizarre. Mais il faut un effort soutenu, ce n'est pas des coups d'éclat ou des opérations ponctuelles. Il faut une grande opération et surtout un effort continu sur des années, impliquant tous les acteurs, la société civile, le gouvernement, les populations, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles, etc. Tout ça. C'est à ce prix-là seulement qu'on peut parvenir à un résultat fiable au bout de quelques années. Cérémonie de remise de certificat d'accréditation complète en tant que facilitateur d'ateliers en matière d'élection à 6 récipiendaires, dont 4 Nigériens et 2 étrangers. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Nafisa Zakou et Chebou Guisson. Ils sont au nombre de 6, dont 4 Nigériens et parmi eux une femme à recevoir leur certificat d'accréditation. Ce certificat permet à ces bénéficiaires d'être des facilitateurs des ateliers de formation en matière d'élection au Niger comme dans la sous-région. La facilitation bridge, c'est un processus. Donc, il faut d'abord être semi-accrédité, donc suivre la formation des formateurs qui fait 2 semaines. Et après ça, il faut aller sur le terrain. Aller sur le terrain, c'est-à-dire aller faciliter, former des gens sur des modulaires. Les modulaires sont 24 modules qui concernent tout le processus électoral. Donc c'est à ce titre qu'on a eu à faciliter un atelier de 5 jours et on a été évalué. On vient de recevoir l'accréditation et c'est les premiers accrédités du Niger. Nous sommes 4 accrédités du Niger, je suis la seule femme. Mariatou Amadou, seule femme parmi les 4 nouveaux facilitateurs nigériens, ne cache pas sa joie. Sentiment de satisfaction totale parce que ça fait déjà Bridge et on a lancé Bridge depuis 2000 et jusque-là c'est les tout premiers accrédités du Niger. Il y a eu un seul facilitateur il y a 2 ans de cela et maintenant on vient d'avoir 4 autres alors que dans d'autres pays ils sont dans les trentaines et c'est pour vraiment contribuer au processus électoral parce que la facilitation Bridge, quand on fait les renforcements de capacité, c'est pour encore parfaire le processus électoral dont on connaît le succès au Niger. Je me dis qu'avec les renforcements de capacité que le PASSEN a eu à appuyer la CENI du Niger à faire, on peut vraiment compter sur les CENI parce qu'il y a des professionnels maintenant à la CENI. On a eu, c'est les recommandations, il faut professionnaliser la CENI et là on a renforcé les capacités de plus d'une 50aine de personnes. Donc on sait qu'on peut compter sur ces gens-là pour parfaire le processus et que aux élections prochaines la crédibilité soit sans souci et que les gens aient plus confiance au processus électoral du Niger. Notons enfin qu'avec ces 4 nouveaux facilitateurs, le Niger compte désormais 5 facilitateurs, dont Mariatou Amadou. Bon vent donc aux 5 facilitateurs nigériens. Dans le cadre de la Nuit des idées 2017 qui a pour thème un monde commun, le CCFN Jean Rouch a invité hier après-midi à l'amphithéâtre à 500 places de la FCEJ l'écrivain et universitaire sénégalais Felwine Sarr. Ce dernier est auteur d'un essai intitulé Afrotopia, dont il est appelé à y débattre à travers une conférence publique. Le résumé avec Adamou Ousmana et Soumaïla Abdoulaye. Cette rencontre regroupant intellectuels, membres de la société civile, entrepreneurs, chercheurs et universitaires nigériens se veut un nouveau cadre d'échange initié par le Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch. Dénommée La Nuit des idées, la présente conférence porte sur un essai littéraire du nom d'Afrotopia du Sénégalais Felwine Sarr, appelant à fonder l'utopie active d'une Afrique qui réalise ses potentialités heureuses. L'idée c'était d'essayer de reprendre l'initiative théorique sur le futur du continent africain. Il y a beaucoup de discours qui sont projetés sur l'Afrique et l'idée de dire qu'on pouvait être producteur de ses propres images et métaphores du futur. Et probablement les sociétés, si elles ont envie de relever les défis qui sont les leurs, elles doivent se projeter
elles doivent se penser, elles doivent s'imaginer et s'inventer. Et ça, c'est une tâche que nous ne pouvons pas confier aux autres. On est consommateurs de concepts, développement, modernité, progrès. Mais quelle est notre vision, nous, du vivre ensemble? Que signifie bien vivre? Et comment voyons-nous l'articulation de nos projets de société? Et nous ne pouvons pas faire l'économie d'une réflexion sur cela. Et en fait, c'est ça que j'essaie d'interroger, en interrogeant le politique, le culturel, le symbolique et l'économique. Pour le ministre de la Renaissance culturelle ayant honoré cette rencontre d'échange de sa présence, Afrotopia cadre parfaitement avec la vision africaine des plus hautes autorités du pays. Lorsque j'ai reçu ce livre il y a quelques semaines, lorsque j'ai commencé à le lire, j'ai découvert qu'il y a comme par hasard un recoupement entre ce qui est dans le livre, et si vous avez l'occasion de le lire, vous le découvrirez, et puis notre engagement de lancer ce que nous avons appelé la Renaissance culturelle. Il fait la promotion des valeurs, la promotion des traditions et fait des recoupements avec la modernité ainsi que l'apport culturel, l'apport économique de la culture. Je crois que c'est un livre qui vient à point nommé pour notre société, pour les Nigériens tout entier, et c'est un livre dont j'invite chaque citoyen à lire. Avec Afrotopia, c'est une Afrique qui porte l'humanité à un autre palier, une Afrique dont rêve la nouvelle génération d'Africains à l'image de Felwine Sarr. Lancement cet après-midi de la 3e édition de la caravane à l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Placée sous le thème l'étudiant professionnel face aux défis d'emploi, cette caravane est parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le compte rendu de Nafissa Hassan et Soumaïla Abdoulaye. Cette cérémonie riche en couleurs marque ainsi le lancement de la 3e édition de la caravane d'études à l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM. Une initiative de grande envergure car elle cadre avec les idéaux de l'école. L'enseignement professionnel et technique sans doute constitue un cadre pour former des professionnels prêts à répondre aux demandes d'emploi. Notre centre de formation ECAM évolue dans ce sens de formation de jeunes diplômés avec des compétences adaptables aux exigences des entreprises pour le travail. En plus des efforts de l'État dans ce secteur, le lancement de cette 3e édition de caravane d'études pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui rentre dans le cadre des perspectives d'emploi. Occasion saisie par le secrétaire général du comité exécutif des étudiants de l'ECAM pour porter un regard rétrospectif sur les résultats encourageants enregistrés depuis le lancement de la première édition de cette caravane. L'enseignement professionnel est en train de prendre le pas sur l'enseignement général. Fin de citation. C'est pourquoi nous demandons aux responsables de nos ministères respectifs de doter nos écoles en moyens matériels et humains, ainsi que le sérieux requis lors des examens et concours, afin de mettre à la disposition de notre pays des diplômés compétents et compétitifs sur le marché national et international de l'emploi. À l'endroit des entreprises, nous ne manquerons pas aussi de leur demander de nous accompagner à travers des stages et l'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas ce cadre idéal qu'est l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM, par le dynamisme des membres de l'administration et la rigueur des enseignants qui nous garantissent une formation de qualité. Pour preuve, l'examen du premier semestre qui vient de finir le mercredi était coordonné par des personnes extérieures et qui ont une expérience dans le domaine. Présent à la cérémonie, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a encouragé les promoteurs dans cette initiative. Je suis cet après-midi avec vous, c'est pour partager cet instant solennel. Un instant que nous allons écrire ensemble en lettres d'or dans les annales de cette prestigieuse école, j'ai appelé l'ECAM. Certes, vous êtes jeunes, mais vous êtes déjà grand par vos performances et la qualité de vos prestations. Vous êtes jeune, mais votre capacité de perception, votre savoir-faire, votre cahier de charge a fait de vous une école incontournable, en tout cas dans le cadre de l'enseignement supérieur. Je ne peux que me réjouir de savoir qu'il y a des jeunes Nigériens qui veulent se sacrifier en prenant le risque sur eux d'aller dans le privé. Parce que c'est ça l'avenir.
Ainsi, pendant les 5 jours que durera cette caravane, les étudiants de l'ECAM visiteront encore les institutions de l'État, notamment l'Assemblée nationale, la primature et plusieurs sociétés et entreprises privées de la capitale. La cérémonie de lancement de cette 3e édition a été sanctionnée par une visite guidée des locaux de l'ECAM et d'une remise de témoignages de satisfaction à certains enseignants de l'établissement qui se sont battus dans l'encadrement des étudiants. Du sport dans ce journal, 6 cyclistes, 3 encadreurs et la composition de la délégation du Niger qui prendra part la semaine prochaine au Tour cycliste du Mali. Dans quel état d'esprit les cyclistes nigériens se rendront à Mali, à Bamako? Reportage de Ibrahim Tikire et Aboubakar Sule. Après une année 2016 riche en activités, la Fédération nigérienne de cyclisme débute l'année 2017 par le retour des cyclistes nigériens aux compétitions régionales. Première étape, le Tour cycliste du Mali, prévu du 1er au 6 février 2017. Le Niger s'est fixé comme objectif de bien figurer. Ça fait des années qu'on ne part plus à ces compétitions. C'est d'abord de finir la compétition et de bien se comporter. Et il ne faut pas oublier que nous sommes donnés comme ambition de faire le Tour du Niger. Donc pour faire le Tour du Niger, on est obligé d'honorer les engagements par rapport à comment ça s'appelle aux autres fédérations. Si on va aider le Mali au Tour du Mali, ils viendront nous aider au Tour du Niger bientôt, qu'on fera certainement en début d'année 2018. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera sûr que nos enfants se comporteront bien. Au Tour cycliste du Mali, les techniciens et les responsables de la Fédération nigérienne de cyclisme ont un seul objectif, ne pas être ridicule, car le cyclisme nigérien revient de loin après des années de léthargie. L'écurie du Niger, est composé pratiquement pour l'instant de l'ossature de l'équipe de Niamey, parce que là on sort au nom du Niger, mais pour l'instant on n'a que l'écurie de Niamey, parce que c'est avec l'écurie de Niamey qu'on a eu à faire des mini-tours, à faire des activités. Donc nous supposons que techniquement l'équipe de Niamey est valable pour nous représenter présentement et on va aller avec l'équipe de Niamey. On vient de commencer à participer au niveau des compétitions, mais on ne va pas aller pour faire la figuration. On va aller, selon nos moyens, nous défendre et, plaise à Dieu, faire honneur aussi à notre pays. Nous avons actuellement dans les pipes le Tour du Bénin et le Tour du Togo. Il y a des éliminatoires qui sont prévus au niveau national le 25 février. Donc là où on va faire venir des coureurs de tous les clubs de l'intérieur du pays, pour choisir aussi 6 qui vont nous représenter autour du Togo et autour du Bénin. Mais maintenant, pour le Tour du Mali, on était dans l'urgence, donc on était obligé de prendre 6 coureurs d'ici. Après le Tour cycliste du Mali, l'ambition des dirigeants de la Fédération nigérienne de cyclisme reste le retour du Tour cycliste du Niger et la participation au tournoi régional et international. Un challenge que le président Saleh Hamidou Tchana et son équipe entendent réaliser avec le soutien du ministère des Sports et des sponsors. L'opérateur de téléphonie mobile Orange Niger poursuit son périple à l'intérieur du pays dans le cadre de la caravane Orange Tour lancée il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous vous proposons l'étape d'Agadez. C'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. Agadez, la capitale de l'Aïr, a constitué la dernière étape de Orange Tour, lancée le 14 septembre 2016 à Niamey, à travers une caravane qui s'est donnée comme objectif d'aller vers les clients Orange pour les faire vivre une expérience incomparable. Après donc Niamey, Tillabéri, Dosso, Zender, Maradi, Tawa, c'est au tour d'Agadez de vivre des moments inoubliables à travers des animations culturelles, musicales, sportives pour informer, éduquer et apporter la joie et la gaieté dans les cœurs des populations. Fidèle à notre positionnement d'être la marque responsable qui va vers ses clients pour leur faire vivre une expérience inégalée, Orange Niger agit en écoutant et en restant proche des populations de chacune des régions et localités de notre pays. Le programme Orange Tour, dont nous procédons au lancement aujourd'hui dans la capitale de la région de l'Aïr, est né de cette triple approche de proximité, d'écoute et de responsabilité à l'endroit de toutes les parties prenantes de notre cher pays. Une initiative félicitée et encouragée par la représentante du gouverneur de la région d'Agadez. La ville d'Agadez a pleinement conscience de son développement
et ne peut qu'encourager de telles initiatives qui apportent un nouveau souffle et qui favorisera le développement socio-économique de la région. C'est la raison pour laquelle nous allons vous accompagner dans cette noble tâche, que notre ville bénéficie davantage de vos investissements et de vos apports multiformes. C'est par le football Maracana qu'a commencé les activités de la caravane. 8 équipes sont inscrites pour la course à la Coupe de Orange Tour. Après les compétitions inter-équipes avec élimination directe, 3 équipes se sont démarquées du lot. Première, Tajema qui a reçu la coupe plus des médailles, 75 000 francs CFA par Orange Money, un ballon de football et des kits Orange. Deuxième, l'équipe d'Emaïr a reçu 50 000 francs par Orange Money, des médailles, un ballon de foot et des kits Orange. Troisième, l'équipe d'Eni a reçu 25 000 francs CFA par Orange Money, plus des kits Orange. Je remercie le bon Dieu de nous avoir eu cette chance de participer à ce tournoi que l'Orange a organisé. Vraiment, le but de ce tournoi, c'est d'assurer une bonne cohésion entre les jeunes d'Agadez, les jeunes nigériens. Je suis très satisfait de ce tournoi que Orange a organisé. J'ai quelque chose à dire aux jeunes des autres établissements qui ont perdu. Il ne faut pas laisser les bras. Il faut travailler très dur pour réussir. Côté animation culturelle et musicale, c'est le talentueux guitariste Bambino et des groupes de danse d'Agadez qui ont égayé le public, sorti nombreux pour apprécier le passage de la caravane. La proximité, l'écoute et la responsabilité, des raisons qui tiennent à cœur la caravane. À ce sens, Orange donne la parole à ses clients pour une prise en compte de leurs besoins. Nous, distributeurs de Orange, à misali, muna ba da grossiste, muna ba da kadan kuma daidai gwalgwado alhamdulillah Orange kan muna aiki tare da 100% babu wata matsala gare ta. Le partenariat, en gros, ça se passe très bien. Donc, on vend tous les produits Orange Niger, la distribution des cartes de recharge, Araba, Orange Money, les packs aussi, les cartes, les puces et les packs. Orange Tour, c'est aussi une soirée de gala aux clients VIP pour échanger avec eux et les entretenir sur les produits et services de Orange. Nous sommes là pour apporter des solutions qui répondent aux attentes de nos clients. Donc aujourd'hui, nous sommes venus avec une palette de solutions qui répondent à vous, à vos besoins en tant que client VIP. Agadez a la particularité, tout à l'heure, il y a monsieur qui me disait que même dans le plus petit hameau d'Agadez, quand vous partez, vous allez voir les gens avec du téléphone et qui communiquent. Donc Agadez a cette particularité de regorger beaucoup de clients qui communiquent beaucoup. Nous en sommes très très contents. Nous sommes très honorés de vous compter comme nos clients. Et donc c'est pas fortuit si nous marquons notre présence ce soir pour vous dire encore merci. Les clients saluent la marque responsable de Orange. Nous remercions Orange pour ce qu'il est en train de faire et nous remercions aussi nos distributeurs qui sont là nuit et jour se battre pour Orange. Et nous aussi on est là, on est disponible pour Orange, pour accompagner Orange et pour qu'aussi Orange nous accompagne. Aujourd'hui, les services que nous rend Orange, surtout on a nos familles qui sont dans les villages les plus reculés. Chaque matin on a les nouvelles de nos parents. On peut les renvoyer grâce à Orange de l'argent. Et donc au niveau des villes, si on a des malades dans les villages, on les fait évacuer grâce à Orange. Quand il n'y avait pas la communication, on a des problèmes. Nous, on ne peut que remercier Orange au niveau d'Agadez parce que tous les villages sont couverts. A noter que la caravane Orange Tour a coïncidé avec les activités de la fête tournante du 18 décembre Agadez Sokni.
et celle marquant l'intronisation du sultan de l'Aïr. Vous rapprochez de l'essentiel Orange.